Bonjour à tous. Est-ce que les États-Unis se dirigent vers une nouvelle sécession? Vont-ils résister à une guerre culturelle et idéologique qui oppose le bloc des démocrates qui soutiennent des idées progressistes à celui des républicains qualifiés de conservateurs? Deux blocs qui ne se parlent plus, ne se comprennent plus et dont le seul point commun est la détestation de l'autre, que ce soit sur le sujet de l'avortement, de l'immigration illégale, des armes à feu, de l'environnement. Les désaccords sont nombreux. Et parmi les sujets qui divisent les États-Unis, il y en a un qui est particulièrement explosif, c'est le wokisme, mouvement qui a aggravé la fracture entre ces deux blocs au point de rendre possible un scénario de sécession évoqué de plus en plus dans la presse, mais aussi dans le monde culturel. Et je fais référence par exemple au film Guerre civile, réalisé par Alex Garland, sorti cette année, et le livre « Et c'est ainsi que nous vivrons », écrit par Douglas Kennedy, publié l'année dernière, sur lequel je vais revenir. Le but de cette vidéo n'est pas d'expliquer à nouveau ce qu'est le wokisme. Il y a suffisamment de publications sur le sujet, dont les miennes. Je vous invite d'ailleurs à écouter mes vidéos et à lire mes articles que j'écris pour le média Le Diplomate et pour le cercle Aristote. Je vais par contre citer les points majeurs qui font monter les tensions et parler des signes que l'on observe là-bas et qui donnent du poids à cette hypothèse de sécession. Je ferai également une parenthèse sur le totalitarisme, vous verrez pourquoi. Je vous encourage à interagir avec moi en utilisant les commentaires, donnez votre avis, posez vos propres questions auxquelles je m'efforcerai de répondre et pensez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti. Comme vous le savez probablement, la théorie critique de la race est l'un des piliers idéologiques du wokisme et cette théorie aux États-Unis déchaîne les passions autour du racisme car elle part du postulat que le modèle de la société occidentale est structurellement raciste. Il aurait été établi pour asseoir la domination de l'homme blanc sur les minorités ethniques, et là en l'occurrence aux États-Unis, sur les Afro-Américains, qui se définissent avec le wokisme en tant que racisés, c'est-à-dire en tant que personnes victimes de racisme. Les discriminations faites envers les Afro-Américains seraient le produit d'un système bien rodé que l'homme blanc perpétue volontairement et qui bénéficie de fait de privilèges dont il n'a pas forcément conscience. Avec la théorie critique de la race, la charge contre l'homme blanc est extrêmement violente. La sociologue américaine Robin DiAngelo affirme que l'identité blanche comprenait l'homme blanc est intrinsèquement raciste. Et d'ailleurs, si cette identité blanche se défend d'être raciste, c'est qu'elle l'est forcément. Cette dame, l'une des figures du wokisme, affirme également que l'identité blanche positive est un objectif impossible à atteindre. Cette accusation de racisme, je dirais, systémique et héréditaire, pousse certains individus vers le chemin de la repentance. Et l'on voit d'ailleurs des personnes blanches demander publiquement pardon aux personnes racisées pour les actes qu'elles ont commis ou non, ainsi que pour ceux de leurs ancêtres. On voit également des groupes de travail se constituer visant à aider les personnes blanches à prendre conscience du racisme ancré en elles et à déconstruire leurs comportements et leurs préjugés racistes. Ces groupes de travail sont animés par une personne racisée et portent différents noms, comme par exemple atelier de sensibilisation au racisme, éducation antiraciste ou encore groupe de discussion sur la race. Pour les woke, puisque le racisme est structurel, il faut alors supprimer tout ce qui perpétue la domination de l'homme blanc et tout ce qui peut offenser les personnes racisées, et même parfois les choses les plus insignifiantes, qui malgré tout peuvent être perçues comme des micro-agressions. Place à la cancel culture. Des films, des livres, des séries TV sont censurés, des statues et des monuments sont déboulonnés, et les sciences sont accusées elles aussi de servir à la domination de l'homme blanc. Des sciences telles que les maths, la physique, l'histoire, la biologie, la médecine, etc. sont jugées trop blanches. Et c'est cette blanchitude, pour reprendre l'expression des woke, qui est dans la ligne de mire. L'enseignement de la théorie critique de la race dans les universités et les écoles divise les Américains au même titre que l'enseignement de la théorie du genre, le second pilier idéologique du wokisme, qui est parfois dispensé dans les écoles primaires. Théorie du genre qui, entre autres, part du postulat que le sexe biologique
n'a pas de rapport avec le genre masculin ou féminin et que la norme hétérosexuelle n'a pas de fondement dans la nature, elle n'est qu'une invention pour, là encore, mieux asseoir la domination des uns sur les autres. Et pour rester sur ce registre, la question des personnes transgenres aux États-Unis est incroyablement clivante. Et les mesures prises sous l'administration Biden ont été vécues comme de véritables provocations par le bloc républicain. À titre d'exemple, quand Joe Biden a été nommé, il a immédiatement autorisé toutes les personnes transgenres à servir dans l'armée en annulant une politique restrictive instaurée sous l'administration Trump. En 2021, Joe Biden a nommé dans son gouvernement une femme transgenre, Rachel Levine, secrétaire adjointe à la santé. Égard à ceux qui s'écartent de la pensée woke, notamment les enseignants, qui sont exposés au risque d'être bannis suite à des campagnes de harcèlement et de dénigrement. Les enseignants sont confrontés, entre autres, à l'hypersensibilité grandissante des étudiants et à ce que l'on appelle le présentisme, une hypersensibilité qui a rendu beaucoup d'étudiants incapables de supporter la moindre contrariété, et c'est pourquoi de nombreuses universités utilisent les trigger warnings, des avertissements pour informer les étudiants que certains cours peuvent contenir des éléments susceptibles de les perturber, ce qui leur donne le choix d'y participer ou non. Et le présentisme se caractérise, par l'intérêt décroissant des étudiants pour les sujets antérieurs au XXe siècle, justement pour fuir l'évocation de périodes traumatisantes telles que l'esclavage et la colonisation, et deux, par cette tendance à juger le passé avec la morale d'aujourd'hui. Il est clair que les deux phénomènes, l'hypersensibilité et le présentisme, sont étroitement liés. De l'autre côté, les républicains contre-attaquent avec également de la censure, des restrictions et des interdictions. Par exemple, au Texas, un représentant républicain demandait le retrait des bibliothèques scolaires de près de 850 livres abordant directement ou indirectement la théorie critique de la race ou la théorie du genre. Une vingtaine d'États ont mis en place des lois interdisant la participation des athlètes transgenres à certaines compétitions sportives et en limitant l'accès des mineurs aux traitements médicaux pour la transition de genre. En Floride, sous l'impulsion du gouverneur Ron DeSantis, une loi sur l'éducation parentale a été adoptée en 2022 pour restreindre l'enseignement dans les écoles des sujets autour du genre et de la sexualité et pour donner aux parents un contrôle direct sur ce que leurs enfants apprennent. Les États-Unis sont le théâtre d'un conflit qui remet en cause le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, car selon l'État, sur un même sujet, les règles en vigueur peuvent être radicalement différentes, ce qui crée premièrement de la contestation et de la défiance. C'est le cas, par exemple, des personnes vivant dans les grandes villes des États républicains et qui sont à majorité démocrates. C'est le cas également des personnes vivant dans les comtés ruraux des États démocrates et qui sont pour le coup à majorité républicaine. Ce qui crée deuxièmement des mouvements de population avec des gens fuyant les États dans lesquels ils se sentent finalement de plus en plus étrangers. Les démocrates fuient les États rouges républicains pour rejoindre les États bleus démocrates et vice-versa. Avec cette guerre culturelle et idéologique que se livrent ces deux blocs sur un même territoire, l'hypothèse d'une sécession est malheureusement réaliste. Comme je le disais en introduction, cette hypothèse est de plus en plus évoquée. Elle est reprise notamment par l'écrivain américain Douglas Kennedy, auteur à succès à qui l'on doit plusieurs best-sellers. Mais Douglas Kennedy, au-delà de ses qualités d'écrivain, est considéré par certains comme l'un des observateurs les plus perspicaces de la société américaine, ce qui donne à son livre une résonance toute particulière. Dans son roman d'anticipation « Et c'est ainsi que nous vivrons », dont l'action se déroule en 2045, Douglas Kennedy nous plonge dans une Amérique coupée en deux suite à une sécession qui a eu lieu entre les États républicains et les États démocrates. D'un côté, une république qui offre une liberté totale en matière de mœurs, mais qui impose à ses citoyens une surveillance permanente en utilisant
Par exemple, des puces électroniques insérées sous la peau. Une république où les gens vivent comme des robots, sont dans un état de stress permanent et considèrent les relations sexuelles comme un bien de consommation comme un autre. Et de l'autre côté, une confédération où les valeurs chrétiennes font loi et où les interdictions sont nombreuses, notamment concernant l'avortement, le divorce et le changement de genre. D'un côté, un État totalitaire déguisé en démocratie et de l'autre, une théocratie. L'intrigue se situe au sein des services secrets, mais je ne vous en dis pas plus sur ce livre. Allez le lire. Ce qui interpelle dans ce livre, ce sont les thématiques que l'auteur met en avant, car elles font écho à ce qui est en train de se produire aux États-Unis. L'auteur oppose une Amérique où la liberté des mœurs est totale à une autre Amérique où les valeurs chrétiennes font loi. Douglas Kennedy pointe du doigt la ligne de fracture qui existe entre ces deux blocs sur les sujets sociétaux soutenus par les progressistes et qui découlent du wokisme. Les questions liées au genre, aux orientations sexuelles, à la procréation, à la parentalité et aux nouveaux modèles de couple et de famille divisent profondément la société américaine et ont accéléré la rupture entre les progressistes, le bloc démocrate, et les conservateurs, le bloc républicain. D'autant plus qu'au sein des conservateurs, il est difficile d'ignorer la montée en puissance et l'influence des chrétiens évangéliques, qui seraient environ 95 millions aux États-Unis et dont 80% d'entre eux voteraient pour les républicains. L'auteur décrit également le système totalitaire qui s'est mis en place dans les deux camps. Alors, venant d'un auteur démocrate, Douglas Kennedy ne s'en cache pas, cette description est assez inattendue car la tendance, disons, autoritaire dénoncée en Occident est souvent associée de manière caricaturale, et c'est le jeu de la diabolisation, à l'extrême droite et au milieu complotiste. Tout comme Douglas Kennedy, beaucoup de personnes s'interrogent sur la menace qui pèse sur la liberté d'expression et sur les libertés individuelles. La cancel culture est l'un des aspects de cette menace, mais il n'est pas le seul. Le mode de gouvernance joue aussi un rôle essentiel car lorsque le pouvoir est centralisé, il entraîne implicitement une forme d'autoritarisme en imposant lois, normes, directives de manière verticale, du haut vers le bas. Autre point, les sociétés occidentales, bien que démocratiques, semblent tolérer de moins en moins les opinions critiques à l'égard d'une pensée dominante qui tend à s'imposer comme la pensée unique, comme la pensée officielle. Et enfin, dans une zone géographique où les tensions deviendraient de plus en plus intenses et incontrôlables, un régime autoritaire se présenterait comme le rempart légitime contre le chaos et la violence généralisée. Un point important du livre ne doit pas être omis, la violence a précédé la sécession et l'instauration de ces deux régimes qui sont pour le coup totalitaires. En conclusion, avec l'absence de dialogue, les tensions et la haine, un scénario de rupture aux États-Unis devient malheureusement possible. Si les tendances se poursuivent, un seul événement pourrait faire exploser la bombe, c'est-à-dire déclencher le processus menant à la sécession avec les violences dans un premier temps. Cet événement pourrait être la mesure sociétale de trop, une loi sur l'immigration ou encore le résultat d'une élection présidentielle. Imaginer un retour arrière semble vraiment difficile car la recherche du compromis n'est pas à l'ordre du jour, au contraire. L'heure est à la radicalisation tant aux États-Unis que dans les autres pays occidentaux. Le rejet de l'autre et le refus du pluralisme des idées sont inquiétants et constituent un énorme paradoxe. Les sociétés occidentales ne se targuent-elles pas de promouvoir l'inclusivité et la diversité? À bientôt.